Alors, on va continuer toujours avec Julien. Je rappelle que Julien, on ne l'a peut-être pas dit, est chargé de mission conservation connaissance flore au Conservatoire botanique méditerranéen. Il me semble qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure. Et on va passer cette fois-ci à la gestion des espèces végétales exotiques envahissantes vers une convergence des enjeux écologiques et culturels. Parfait. Oui, je m'en suis sorti, ça va finalement, pour une fois. Donc rebonjour du coup. Ouais, un titre un peu pompeux, pourquoi culturel? Bon, vous allez voir après, l'idée c'est quand même de ne pas faire une présentation trop directive. Je vais peut-être m'aventurer dans des sujets que je ne maîtrise pas, mais c'est bien aussi parce que vous allez le voir, ce sujet, pour moi, il ne doit pas être uniquement l'affaire de spécialistes. Je ne vais pas spoiler, on va rentrer direct dans le vif du sujet. J'ai quand même choisi de faire cette présentation de manière, là, debout devant vous. La journée d'hier était très bien, enfin, la présentation d'Antonin sur l'aménagement de sentiers en mode débat direct était très bien, mais là, ce sujet, on est identifié, nous, conservateurs botaniques nationaux méditerranéens, comme la structure référente sur les espèces exotiques envahissantes, les espèces végétales exotiques envahissantes. Et c'est un peu à ce titre-là, le fait d'assumer cette casquette de référent, que je me permets de prendre cette posture-là, que j'espère après vite rejoindre mes collègues là-bas pour partager les points de vue, et donc essayer de voir si cette convergence est possible. Donc déjà, on va prendre un peu de recul, hein, on va essayer de planter le décor. Les Calanques, tout le monde connaît à peu près, hein, c'est cet espace fabuleux qu'on a la chance d'avoir à la porte d'une des plus grandes agglomérations de France. Hein, on a vraiment ce privilège-là, et pour beaucoup de nos concitoyens, et je pense qu'aussi pour la plupart d'entre vous, on pourrait s'arrêter à ce tableau idyllique en fait, avec ces photos, c'est vraiment ces cartes postales de paysages paradisiaques. Ça pourrait être suffisant en fait. Et alors du coup, pourquoi nous, naturalistes, scientifiques et donc, conservateurs botaniques, on vient leur pourrir ce tableau avec nos espèces exotiques, avec cette lutte contre, avec ce langage très brutal, très martial, très anxiogène aussi. Hein. Là, c'est vrai que ces photos, là, vous avez une image qui était parue dans la Provence où ben voilà, on gère la nature, ben en fait, on défonce tout. Je caricature, hein, je sais que je fais exprès les gens qui me connaissent, ça, je fonctionne beaucoup comme ça, mais c'est justement pour casser un petit peu les codes. Alors oui, effectivement, pourquoi on vient leur pourrir ce tableau? Dans notre structure, dans nos métiers, on est convaincu de détenir la vérité, hein, on est les détenteurs du savoir scientifique, c'est nous les référents évidemment. Et donc forcément, on se place en position j'ai envie de dire, de donneur de leçons pour faire changer les mentalités et les pratiques. Vous avez ici pas mal d'illustrations qui montrent justement le rapport que peuvent avoir nos concitoyens sur le végétal, sur le paysage, sur la nature. J'ai pas mis une photo de chat et de panda, mais vous voyez un peu le principe, hein, c'est quelque chose qu'on va être vraiment dans du domaine du subjectif, de l'affect. Et c'est vrai que nous, on est un peu déconnectés de tout ça. Nous, d'autres scientifiques, on est plutôt dans le rationnel, dans l'objectif, le mesurable. Et moi, c'est vrai, quand je vais à Marseille vert et que je vois des gens s'extasier devant les tapis de griffes de sorcières en piétinant des plantes protégées à côté, avec un mépris total, effectivement, ça m'agace. Mais en même temps, il faut aussi peut-être se mettre à leur place. Et pour aller plus loin, si on parle de faire changer les mentalités et les pratiques, dans ce cas-là, est-ce que les nôtres ne sont pas aussi à revoir? C'est pour ça que j'ai mis lesquelles, parce que finalement, nos pratiques à nous, que ce soit en termes d'action sur le terrain ou même simplement en termes de manière de nous exprimer, de communiquer sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, peut-être que là aussi, il faudrait qu'on fasse un peu le ménage devant notre porte. Je prends l'exemple de cet extrait que vous avez en bas à gauche de la revue Espace Naturel, que certains d'entre vous doivent connaître, qui est donc une revue faite pour les gestionnaires d'espaces naturels, où on a direct en gros titre l'arrachage de la peste, carrément un mot d'une maladie terrible, avec des mots comme éradication, arrachage, donc lutte contre, toujours ce discours très anxiogène et aussi en même temps très moralisateur, très culpabilisant sur le fait que nous on est là pour réparer les erreurs des autres, mais en gros si les plantes exotiques sont là, c'est votre faute. C'est vous qui les avez plantées, etc. Donc on est vraiment dans cette dualité, ce rapport de les bons et les méchants, en quelque sorte, les bons, les méchants et les gentils. Et la question, voilà, c'est de savoir comment on en est arrivé là, à ce rapport de force, en quelque sorte, cette posture de... Je me drape dans ma tour d'ivoire en me disant, voilà, je suis le détenteur du savoir, je dois dire aux gens qui font n'importe quoi, et voilà.
parce que j'ai cette mission de conserver des espaces naturels, des plantes rares, menacées, etc. Et toute ma mission, c'est ça, c'est vraiment d'être finalement, en fait, de vivre dans la peur de perdre tout ça. Et donc, quand on a peur de perdre quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de le protéger, on se met sous cloche, etc. Et en quelque sorte, si on va encore plus loin dans la réflexion, en fait, on est tout le temps dépendant de cette perte possible. Et donc, c'est pour ça qu'on adopte aussi ce discours très, très anxiogène, très moralisateur, parce qu'on a peur que ça arrive un jour. Et donc, on essaie de faire culpabiliser les autres en disant, mais oui, c'est à cause de vous qu'il y a ces exotiques-là. Alors, comment on s'en sort dignement de ce rapport-là, sans basculer dans les extrêmes? C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus rester dans notre posture de on est des conservateurs, il faut absolument tout mettre sous cloche et arracher toutes les exotiques et tout le reste, ça n'existe pas. De notre côté, on ne peut pas non plus virer à l'opposé, c'est-à-dire de tout laisser faire, parce qu'on a quand même aussi cette responsabilité. Et là, je m'adresse surtout à des gestionnaires d'espaces naturels, comme un parc national, qui a une mission de préservation, pas seulement de la biodiversité, mais aussi d'une identité, de paysage, de territoire, une sorte d'ADN en quelque sorte, d'authenticité. Et c'est vrai que à ce titre-là, il y a quand même un besoin de revenir à des paysages, je le disais, plus authentiques, et ce qui légitime en quelque sorte ces interventions-là sur les exotiques. Ce que j'appelle la logique, enfin ce que j'appelle, pas moi qui ai inventé le terme, mais du tiers inclus, c'est-à-dire entre le noir et le blanc, il y a peut-être du gris, entre le oui et le non, il y a peut-être du peut-être, entre la saine croisade, l'éradication et la gestion concertée, et le laisser-faire, il y a peut-être la gestion concertée au milieu. Donc si on replante le décor cette fois avec notre lorgnette à nous, donc là vous avez la carte du départ, mais avec plein de petits pointages d'espèces exotiques, vous voyez qu'il y en a partout. Hein. Alors le jaune c'est la luzerne arborescente, le bleu c'est la gave, j'ai pris les 4 en fait sur lesquels on a bossé sur le life, et le vert c'est l'opon strict. C'est les 4 espèces exotiques phares de notre programme, et on se dit putain il y en a partout, qu'est-ce qu'on fait, d'où le logo de Bengus, là, c'est l'occasion de le placer. Mais voilà, en gros, on en a partout. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se lancer là-dedans comme des bourrins ou est-ce qu'on y va avec un peu plus de mesures? Et là, je rejoins dans ce que je disais tout à l'heure, notre casquette de référence sur les espèces exotiques envahissantes nous a amené, grâce au soutien de la région PACA, Sud, de travailler avec nos confrères du CBNA, Conservatoire alpin, à une stratégie de gestion d'espèces exotiques envahissantes sur le territoire de la région, qu'on est en train de développer aussi sur la région Occitanie. Pourquoi une stratégie? Tout simplement, comme je vous le disais, des exotiques, il y en a en fait partout, dans les milieux naturels, dans les milieux urbains, etc. Et on ne peut pas être partout. Il n'y a pas forcément besoin d'intervenir partout. Je vais y revenir après. Et donc, c'est pour ça qu'on a bâti ce tableau-là, est peut-être la chose la plus importante à retenir dans ce document. C'est qu'en gros, on ne va pas aller taper n'importe quelle espèce, n'importe où. On va d'abord se focaliser sur des espèces qui sont gérables, la catégorie émergente. Celles qui sont en risque majeur ou modéré, donc c'est en gros la catégorie de menaces qu'elles peuvent générer sur un espace naturel donné. Les émergentes sont celles pour lesquelles on commence à les voir apparaître sur le territoire. On sait qu'on est capable, avec des moyens raisonnables, d'arriver à faire quelque chose. Et si vous voyez bien, l'autre partie du tableau, c'est une approche spatiale où en gros on va intervenir en priorité sur des espaces naturels protégés, gérés, sur lesquels il y a des enjeux de conservation de la biodiversité. En gros, je vous la fais courte, on ne va pas intervenir sur les évents en bord de route parce que clairement, il n'y a pas trop d'enjeux là-dessus. Si ce n'est des enjeux, peut-être, j'en sais rien, d'ordre géotechnique, parce que ça va soulever le bitume, ou j'en sais rien, mais en tant que gestionnaire d'espace naturel, scientifique ou bossant dans la conservation, clairement, les lentes en bord de route, c'est pas fifou. Alors que les grippes de sorcières à Marseille-Vert, là, ça pose question parce que Marseille-Vert, on est sur un des hotspots de biodiversité du parc. Et là, on a ce devoir, comme je le disais tout à l'heure, dans les missions régaliennes du parc et les nôtres aussi au conservatoire botanique, de faire en sorte que ce qui nous a été légué comme patrimoine naturel, si jamais nos gamins pouvaient en hériter, ça serait pas mal. Donc c'est pour ça que voilà, ce tableau-là est important. Vous le voyez, donc les catégories d'espèces exotiques envahissantes ou potentiellement envahissantes, les sites de priorité de gestion, espaces protégés, ou si on n'est pas en espace protégé, parc national, réserve, etc., si on a des enjeux de biodiversité. Ça nous arrive, et il y a plein d'endroits sur le territoire qui ne sont pas inclus dans des sites de protection fortes. Je pense à la Côte Bleue, par exemple, qui est un peu le parent pauvre de la région sur les espaces naturels protégés. On pourrait légitimer des interventions là-bas parce qu'on est là aussi sur des spots de biodiversité, malgré le fait qu'il n'y ait pas de parc naturel là-bas. Donc si on devait résumer notre philosophie, notre stratégie, notre philosophie sur les exotiques envahissantes, bien de faire un parallèle entre deux versions, comme je le disais tout à l'heure. Prendre en compte les exotiques, c'est devenu une nécessité écologique pour nous scientifiques, mais aussi
Ça peut être une convergence, alors pas que d'enjeux culturels, mais aussi d'enjeux sanitaires. Hein. Vous savez qu'il y a pas mal d'espèces qui ont des capacités allergènes, comme l'ambroisie par exemple. C'est aussi une nécessité juridique. Il y a pas mal de réglementation qui s'est mise en place depuis quelques années, y compris au niveau européen, mais aussi au niveau national. Génie culturel pour le placer, parce que vous avez vu que c'était un peu mon dada. Et à l'inverse, voilà, c'est pas une lubie d'écolo intégriste. Le but, c'est pas de partir en croisade et de devenir des fascistes verts pour ne mettre que ce qui nous intéresse sur le territoire. C'est pas non plus un phénomène de mode, parce que ça fait quand même des années que les scientifiques en parlent. Ils ont été assez mal entendus sur ces sujets-là, peut-être justement parce que ça donne cette image de nous, on veut de la nature locale, pas de la nature étrangère. Vous voyez un peu les amalgames qu'on peut faire. Donc voilà, c'est bien de se détacher de tout ça pour revenir à ce tableau que je vous présentais avant, qu'on n'intervient pas n'importe où sur n'importe quoi. Donc, intervention hiérarchisée justifiée, et donc pas une saine croisade. C'est surtout une action qui doit être coordonnée, vous allez le voir, avec différents partenaires. C'est pas juste nous, le conservateur botanique, qui partons dans la colline arracher des plantes. C'est vraiment une action mûrement réfléchie, concertée. Et surtout, c'est pas une action sur des espèces, même si effectivement le tableau que je vous ai présenté, la clé d'entrée, elle est sur les espèces. Mais on pourra en discuter aussi, mais la problématique exotique, elle est souvent liée à des populations envahissantes plus qu'à des espèces. La grippe de sorcière, par exemple, sur le littoral varois ou en Corse, sur le littoral sableux, elle est beaucoup plus dynamique que sur le littoral calcaire des Calanques, où elle vivote, elle se développe, mais ça va, c'est pas non plus très violent. Donc suivant les secteurs, la même espèce ne va pas avoir le même pouvoir de développement. Et enfin, dernier point dans cette différence, c'est aussi prendre en compte l'humain. Vous avez peut-être pu comprendre que c'était un peu aussi mon dada. Et toutes ces complexités et sensibilités, notamment je pense aux perceptions de nos actions, c'est pour ça que j'ai mis des images un peu choc tout à l'heure. Et pas voilà un dogme gravé dans le marbre. Alors effectivement on a une stratégie qui définit des axes de travail et des orientations, mais voilà, vous le verrez dans la fin de la présentation et dans le débat, l'idée c'est qu'on apprenne nous aussi de nos erreurs. C'est un sujet qui doit forcément se nourrir de son propre terreau, qui crée lui-même. J'aime bien les métaphores aussi, je ne sais pas si vous comprenez tout, mais bon, je me comprends moi, c'est l'essentiel. Et donc c'est pour ça qu'on en arrive à ces tableaux qu'on a proposés dans le cadre du live, qui sont de véritables usines à gaz, mais qui étaient nécessaires pour dire, voilà, si on va à tel endroit, c'est parce que c'est justifié. On sait qu'il y a telle espèce exotique qui couvre telle surface, qu'il y a une dynamique qui nous paraît vraiment violente. En plus de ça, il y a des espèces protégées partout, il y a des habitats d'intérêt communautaire qui sont en train d'égresser, donc boum, enjeu d'intervention prioritaire. On a classé les sites en fonction de ça, histoire de se dire, voilà, on ne va pas n'importe où. On a également classé les sites en fonction de leur faisabilité. En gros, même si un site il est hyper intéressant d'aller traiter, s'il est sur des falaises inaccessibles où on n'a aucun endroit pour s'accrocher pour intervenir, ou qu'on risque de tuer des agents pour le faire, il y a peut-être un curseur à repositionner aussi. Donc voilà, l'enjeu du LIFE, ça a été de justifier tous les chantiers de gestion qu'on a fait sur ces espèces exotiques envahissantes pour les rendre entendables, aussi bien pour nous-mêmes, hein, de se dire je ne fais pas n'importe quoi, qu'auprès du grand public, parce qu'on travaille quand même sur l'espace public. Là, pour celles et ceux qui ont participé à la sortie au Mont-Rose hier, donc là on est sur le Mont-Rose, je reviens sur la carte de tout à l'heure. Vous voyez des exotiques, il y en avait un peu partout, alors vous ne les avez pas trop vus hier parce qu'effectivement on a plutôt bien bossé sur ce site-là. Mais le Mont-Rose, comme vous l'avez dû le voir aussi, c'est un des hotspots pour l'astragale. Hein. Vous avez en rouge les pointages d'astragale de Marseille. J'ai pris que l'astragale, il y a plein d'autres espèces protégées là-bas. Hein. Là, j'ai pris que celle-là. Mais en gros, là, on est clairement sur la convergence ultime entre enjeu d'intervention, là, c'est the priorité, et faisabilité aussi, parce qu'on a un arrêt de bus à côté, l'accessibilité est parfaite. Bon, ça a été un peu plus compliqué que ça, mais globalement, là, c'était, on vous l'a dit hier, hein, le meilleur laboratoire pour toutes les actions du LIFE. Et effectivement, là, cette photo que vous voyez en haut à gauche, qui donc n'existe plus aujourd'hui, hein, c'était que tu as montré aussi Laurence tout à l'heure, hein, cette astragale de Marseille, enfin, cette barbe d'astragale de Marseille qui était littéralement écrasée par ses oconces et ses agaves. En fait, voilà, je me sers un peu de cette photo pour développer mon propos sur les relations avec le grand public, puisque là, vous avez une photo qui illustre bien ce que je voudrais vous faire un peu germer dans vos esprits. C'est que là, donc, vous avez une photo que j'ai prise donc, début 2018, avant les premiers chantiers. On voit l'angle de vue, c'est-à-dire que je suis du côté de l'astragale de Marseille, qui est la plante qu'il faut protéger, et derrière, elle se fait agresser par ces plantes exotiques envahissantes. Donc voilà, moi c'est mon point de vue alarmiste, oulala, panique totale, il faut faire quelque chose. Et vous avez à côté, en haut à droite, un gars qui passe sur le sentier au-dessus,
qui a visiblement n'a rien à faire. Pour lui, il n'y a pas de sujet en fait. Il se balade là, des cactus, tiens, on est au Far West, c'est sympa. Mais voilà, pour lui, son point de vue, ça fait partie du paysage, c'est normal. Et ne se pose pas plus de questions que ça. Vous voyez un peu où je veux en venir avec la métaphore du cylindre qui est à côté, c'est-à-dire que chacun avec nos prismes culturels, nos casquettes de métier, de citoyens, etc., on va éclairer ce sujet, ce massif de plantes, cet objet, on va dire, avec notre propre bagage culturel, et on va forcément créer des projections, des représentations de ce sujet-là. Ma représentation à moi, c'est qu'il y a une espèce menacée qui se casse la gueule. Sa représentation à lui, c'est qu'il y a un paysage qui est sympa, et basta. Et au final, quand on est dans ce genre de représentation-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va se friter sur non, mais en fait, le truc, c'est un carré, c'est pas un rond. Et à chaque fois, on ne va pas se comprendre parce qu'on va être braqué sur ces représentations et pas prendre le recul nécessaire pour se rendre compte que le sujet, c'est pas le carré ou le rond, c'est le cylindre, c'est le mélange des deux. Et j'aimerais en arriver à ça, c'est-à-dire qu'en gros, quand on est sur le terrain avec des gens qui se baladent, c'est pas de leur dire « vous avez tort, les plantéocides ne doivent pas être là », c'est de l'amener d'une manière différente, avec d'autres mots, et ça, pour le coup, on fait un très gros travail, nous, pour arriver à se faire comprendre, parce qu'on n'est pas formé à ça, en fait. Nous, notre scientifique naturaliste, on est là pour être dans des sciences dures, objectivables, mesurables. L'affect, ça n'a pas sa place dans cette branche-là, et malheureusement, on est obligé, pour arriver à parler au rond, de savoir comment on peut retransformer le carré en cylindre. Voilà, aborder le sujet dans toute sa complexité, et pas seulement ses représentations. Et c'est pour ça que du coup, ce fameux chantier du Mont Rose, il a pris des tas de facettes différentes. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas vous montrer que des photos d'arrachage, parce que vous avez dû en voir des caisses, c'est pas hyper intéressant. On ne va pas vous bassiner avec des chiffres pour se la péter, pour dire on a arraché 3 tonnes de scie, etc. Non, ce qu'on a fait, c'est que ce chantier du Mont Rose, ça a été le vrai laboratoire, je vous dis, au niveau technique et humain et social. On est parti, alors bon, même si la photo là, j'ai pas la photo de la réunion publique du Mont Rose, ça c'était au Frioul, mais on est parti voilà, sur une constellation d'actions qui gravitaient autour de ces chantiers. Le chantier n'était qu'une, je dirais pas un prétexte, mais en quelque sorte le fil conducteur pour greffer autour tout un écosystème d'actions. Réunion publique pour prévenir les gens qu'on allait faire ça, pourquoi on allait le faire. Une partie du chantier a été faite avec des bénévoles. Alors je sais que le format aurait dû être à plusieurs voix, mais peut-être qu'on le fera après, à moins que Loïc, tu veuilles venir en parler maintenant, ou je vois que tu... Non, j'étais surpris là. Non, on fait ça après, tu veux? On dira tout à l'heure? Ok, ça va. Bon, alors je me dépêche. Je ne spoil pas trop, mais voilà, donc il y a eu toute une famille d'actions qui a été développée, et effectivement, ce qui était important pour nous, c'était de pouvoir ouvrir cette action-là, qui traditionnellement est plutôt réservée à des gestionnaires d'espaces naturels, où en gros, on travaille entre nous, et ça nous suffit. Là, l'idée, c'était quand même de faire participer en fait, les gens à ce travail-là, en gros, à les faire devenir acteurs de ce territoire, et d'en profiter du coup pour passer les messages, recueillir leurs avis, leurs perceptions. Et on a eu voilà, des gens qui sont venus du quartier, mais aussi de très loin. On a un gars qui est venu du jardin botanique de la ville de Lyon pour nous filer un coup de main. Il y a eu des étudiants du lycée des Calanques qui sont venus aussi. C'est un chantier où on a également choisi je parlais tout à l'heure de la logique du tiers inclus et des notions de peut-être et d'entre-deux. C'est un des rares sites sur lesquels on a choisi de faire des replantations de plantes locales sur les sites où on avait arraché, parce que le Mont Rose était traditionnellement un site où il y avait une telle appropriation du terrain que les gens s'étaient fait leur petite jardinière avec tout un tas de saletés, y compris des exotiques d'ailleurs. Et donc on s'est dit ça serait bien de combler les trous avec des plantes locales pour recréer du lien avec la végétation locale du site, pour que les gens, non pas oublient les exotiques, mais se rappellent d'où ils viennent. C'est vrai que j'ai ce côté un peu pagnolesque de mes collines, et j'aime bien rappeler aux gens c'est quoi un site, c'est quoi un romarin, ce que beaucoup de gens ont oublié malheureusement. Donc voilà, c'est pour ça que la ville de Marseille, on a beaucoup parlé de l'Astragale et de leur implication dans ce projet, mais ils ont également fait énormément de production de plantes locales, et ça on en parlera aussi avec Catherine et Thierry tout à l'heure. Et là aussi, les citoyens sont venus nous aider à faire des replantations, donc il y a encore eu du lien social qui a pu être fait, et ça c'était vraiment chouette, malgré les températures terribles qu'on a eues quand on a fait ça, mais c'était vraiment de belles actions qui nous ont fait oublier justement tout le côté traumatisant de l'arrachage, des coups de pioche et des glochides dans les mollets aussi. Les glochides, c'est les petits aiguillons qu'il y a sur les oponces, là, c'est une espèce d'écharde qui s'insinue partout. Et je pense que Vincent pourra nous en parler aussi tout à l'heure s'il veut. Donc voilà, quand je parlais d'écosystème d'action, il y a aussi tout un volet d'action encore de communication.
de production de supports écrits, de guides à l'attention du grand public, de professionnels aussi du végétal, à l'attention des pépiniéristes, horticulteurs, pour leur montrer qu'il n'existait pas que des agaves et des yuccas, mais aussi des cistes et des romarins, et que ça pourrait plaire à des gens qui pourraient peut-être créer un marché, ces gens-là. Participation à des stands, des animations, etc. Donc ça, voilà, je laisserai Loïc en parler davantage, et Catherine aussi, notamment sur la partie jardin pilote, où on a réussi à capter sur certains quartiers des petites jardinières créées par les habitants qui étaient bourrées d'exotiques. On a réussi à faire changer les pratiques, rappelez-vous cette diapo de départ, pour leur faire mettre à la place des griffes de sorcières, leur faire mettre de la cinéraire, de la badass et ce genre de choses. De recréer du lien. Parce que gardez en tête voilà, que l'objectif, c'est bien l'objectif, le résultat en quelque sorte, et pas le moyen. Le but, c'est pas de se focaliser sur le mec avec une hache qui est en train de tout défoncer, c'est qu'est-ce qu'on veut avoir en fait. Ce qu'on veut avoir, c'est à la fois un écosystème en bonne santé, pour lequel on peut être fier d'avoir cet écosystème. C'est pour ça que j'ai mis une photo du vélodrome, parce que on a quand même des tas de gens qui sont fiers d'une dizaine de gars qui tapent dans un ballon, et on n'arrive pas à rendre les gens fiers de ça. Alors que, mes collègues vous l'ont dit juste avant, hein, l'Astragale de Marseille, c'est 90% de l'effectif dans le cœur de parc. Il y a des tas de raisons en fait de se la péter à Marseille, et pas uniquement du ballon. Mais voilà, on n'a pas, nous, scientifiques, cette capacité à émouvoir. Et donc c'est pour ça que, pour moi, l'objectif principal de ces actions sur les exotiques, c'est pas uniquement d'arracher, c'est d'arriver à recréer du lien d'identité. Et pourquoi on le fait de l'émerveillement, bon, j'avoue, c'est vrai, c'est pas les forêts tropicales avec des trucs exubérants. L'Afrigane, c'est un milieu qui a l'air assez ingrat comme ça, mais c'est juste parce qu'en fait, comme on le disait avec Daniel tout à l'heure, il suffit de se pencher en fait. Hein, on a vu comme ça debout, on va dire qu'il y a peut-être 3-4 espèces, en fait on se penche, il y en a 40. Mais voilà, pour ça il faut se baisser, il faut ouvrir un peu les yeux. Mais ce regard-là, ce geste-là, il faut qu'on arrive nous à l'accompagner. Bon, j'oublie pas quand même les moyens, hein, parce que c'est hyper important, c'est ce qui a été le nerf de la guerre en fait. Alors je sais qu'il fallait pas parler de violence et de termes barbares, j'ai employé le mot guerre, excusez-moi. Mais c'est quand même été le plus gros défi, je pense, du live, d'arriver à calibrer tous ces moyens techniques pour arriver à faire des chantiers dans des endroits complètement improbables. Je vous ai mis les 3 plus emblématiques que Vincent, je pense, détaillera tout à l'heure, ou si Antonin, tu veux venir en parler maintenant, ou on en parlera après, mais vous avez vu les joies du direct, je vous préviens pas. Bon, je peux en parler rapidement, mais voilà, donc on a eu 3 chantiers qui ont été gérés par une entreprise qu'on a missionnée pour ça, qui était spécialisée en travaux acrobatiques et en même temps spécialisée en génie écologique, ce qui était un peu la perle rare. Mais voilà, on avait des chantiers dans des sites complètement inaccessibles, hyper compliqués, sur lesquels se posait la question, entre autres, de comment on gère les rémanents. Une fois qu'on arrache, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les laisse en place, est-ce qu'on les laisse pourrir, est-ce qu'on les fout à la mer, est-ce qu'on les remporte, voilà. Donc ça a amené plein de questions, je ne veux pas vous assommer avec ça aujourd'hui, mais gérer les plantes exotiques envahissantes, c'est pas juste je vais sur le terrain, je prends une picoussette, j'arrache, je mets dans un sac et je m'en vais. Là, vous voyez, il y a eu une réflexion sur comment on déplace des big bags qu'on a chargés, essayer de trouver un moyen de caler une tyrolienne, de savoir comment on la fait passer sans que ça abîme des plantes protégées qu'il y a en dessous. Comment on fait quand ce big bag il passe juste en dessous d'un passage avec des gens qui viennent se baigner en même temps qu'on fait les chantiers. Voilà, toutes ces réflexions-là sur la logistique, ça nous a pris un temps considérable. Sur plein de sites, là pareil sur l'hôpital Caroline au Frioul, la question des ancrages pour les postes encordés, parce qu'il fallait bien aller arracher sur des falaises, sauf que les cordes on les accroche où quand il n'y a pas de végétation, quand il n'y a pas de dalles rocheuses qui soient suffisantes, on se dit tiens on va le mettre sur un bâtiment, et maintenant le bâtiment il est classé, on ne va pas faire des trous là-dedans. Enfin voilà, des tas de sujets qu'on a dû débroussailler, déminer et en même temps essayer de jongler entre les espèces protégées qu'il y avait partout, qu'il ne fallait absolument pas toucher pour ne pas faire plus de mal que de bien. Gérer aussi les susceptibilités, la visibilité. Là on est sur un site où il y a quand même du monde qui passe un petit peu. Et donc parfois gérer les gens qui viennent nous insulter parce qu'on arrache des plantes et que c'est pas bien pour la nature. Voilà, ce genre de choses qui nous montrent que c'est vraiment pas simple ce travail-là. Alors Jarre, c'était encore pire parce que Jarre, là, on est sur une île où on peut même pas accoster, donc il faut, quand on arrive, jeter nos outils sur un caillou en espérant qu'on va pas les foutre à l'eau. Et pareil, se pose la question de l'évacuation ou de la non-évacuation. Et là, ce qui a été choisi, c'était finalement de les laisser sur place. Pas parce que loin des yeux, loin du cœur, mais parce que justement, on voulait voir comment ça se comportait en espace naturel. On avait la chance de disposer d'un site où, pour le coup, là, on était à l'abri des regards et en même temps on pouvait le contrôler de manière relativement fiable. Donc voilà, je vous mets quelques images de ces chantiers parfois assez acrobatiques
Donc là, voilà, vous avez une image justement de la zone de stockage des eaux ponces au bout de, je ne sais même pas, c'est peut-être au bout d'1 an. On commençait déjà à avoir des raquettes d'eau ponce strictes qui pourrissaient, qui se dégradaient naturellement dans une petite cuvette qui n'était pas végétalisée en contrebas de la zone de travaux. Mais bon, ça, je laisserai Vincent en parler davantage. Mais voilà, ça nous a permis, cette diversité de sites, de configurations et d'intervenants, nous a permis de tester plein de choses, d'apprendre énormément, mais ça, on en parlera cet après-midi dans la conclusion. Parce que voilà, on n'est pas venu ici avec la science infuse et en mode donneur de leçons. Les échanges qu'on a pu avoir avec les différentes structures nous ont énormément appris et on sera mieux armé pour la suite. On a même carrément développé un projet de plateforme de compostage qui est en cours là, sur le Frioul, pour justement plus avoir à évacuer nos rémanents depuis une île avec un bilan carbone qui est dégueulasse. Là, pour le coup, l'idée, c'est de valoriser les rémanents sur place et pas produire un déchet inutilement. Donc voilà, ça je laisserai Antonin en parler tout à l'heure. Donc je vais en arriver assez vite à la conclusion pour qu'on puisse passer un peu à la séance de débat. Moi je suis très content, normal en même temps, au bout de 5 ans avec ces gens-là, d'avoir appris plein de choses. Pareil, je disais que notre casquette de référent aurait pu faire penser qu'on venait là en mode donneur de leçons, et en fait non, on a vraiment appris énormément de choses, notamment le fait que sur ces sujets-là, le fonctionnement en mode projet et en mode multipartenarial était indispensable. On aurait été incapable de faire ça tout seul, pas d'un point de vue paire de bras, mais nombre de neurones, gestion des émotions aussi, c'est pas mal quand même, des gens qui sont capables d'encaisser des critiques sur le terrain, pas se démonter et continuer à faire leur taf, c'est précieux. Ce qu'on a retenu aussi, ça on s'en est rendu compte un peu tardivement, mais on a réussi à rebondir, c'est que quand on gère des espèces exotiques envahissantes, c'est bien de savoir où on les met après. Et il faut savoir qu'au tout début du life, on avait un plan de se dire, bah, tiens, on va les envoyer en déchetterie spécialisée. Et en fait, on s'est rendu compte assez vite que, en gros, c'était pas possible et qu'il a fallu trouver des solutions. Et on est arrivé à un stade où on s'est dit, en fait, on arrête de faire des chantiers parce qu'on ne sait pas où les mettre. Du coup, se dire, voilà, il y a un problème, il y a un enjeu d'intervention. Et rappelez-vous, la faisabilité, ça va jusqu'à le déchet, où est-ce que je le mets, qu'est-ce qu'il devient. Là, clairement, il y a des chantiers qu'on a choisi de ne pas faire parce que justement, soit c'est trop dangereux, soit l'évacuation est trop complexe, trop coûteuse, et on attend d'avoir plus de billes pour se lancer là-dedans. C'est pour ça que j'ai mis en conclusion là-dedans. L'autre famille d'enseignements sur ces 5 années sur la gestion des exotiques envahissantes, c'est des éléments plus de... C'est pour ça que vous voyez un petit peu où je voulais en venir sur la convergence d'enjeux écologiques et culturels. C'est de redescendre un peu notre tour d'ivoire, de plus être dans le mode donneur de leçons, référent, on sait tout, et voilà. C'est de parler en priorité de l'objet utilisé, quel état souhaité on a envie de mettre en valeur, quel écosystème on vise, quelle trajectoire, et pas des trucs fixistes, et surtout voilà, dire ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Le pourquoi c'est important parce qu'en fait quand on communique sur les exotiques envahissantes, vous avez pu voir une des premières images qui était de la Provence, où la presse très souvent fait des photos, des vidéos sur des gens en train d'arracher des plantes. Parce que c'est vrai que c'est l'action qui est la plus visible. Ce qu'on ne voit pas en revanche, c'est le devenir de ces chantiers, quel milieu on vise, comment ça se comporte au bout de 2 ans, 3 ans, 10 ans. Ce que mes collègues ont fait sur Bagot, par exemple, là, une île de l'archipel de Porquerolles, où on a une dizaine d'années de travaux sur ces sujets-là, et une dizaine d'années de suivi pour voir comment la végétation a répondu à ces opérations de gestion des rives de sorcières, qui est fabuleuse. Et voilà, pourquoi on le fait, c'est important, pas juste on arrache des plantes parce qu'elles nous emmerdent, c'est on les arrache parce que ce qu'on vise, c'est revenir à un milieu authentique pour lequel le Parc national des Calanques, qui existe depuis 10 ans, a été créé. Il y avait un site classé, Natura 2000 et tout ce qu'on veut, mais les textes de création d'un parc national, c'est une identité, un paysage, un monument national. Et moi, j'aimerais qu'effectivement les parcs nationaux et les réserves naturelles aussi puissent être vus un jour comme des musées à ciel ouvert. Alors, sans aller jusqu'à dire qu'il faut qu'on paye l'entrée maintenant pour entrer, mais qu'on voit les gardes moniteurs des parcs nationaux comme des gardiens de musées, qu'on rentre là-dedans avec le respect, comme on a un respect quand on va au Louvre voir la Joconde,
même si certains en font autre chose. Mais l'idée, c'est d'arriver dans ces espaces-là avec cette bienveillance et ce regard-là. Et c'est à nous de porter ce message-là en montrant ce qu'on a envie de valoriser. C'est pour ça que je vous ai mis des photos de jolies plantes. Bon, l'astragal, vous connaissez, le plantain aussi, l'avatar maritime et ma fétiche, la stéroline maritime. Voilà, l'idée, c'est de valoriser et populariser et non diaboliser. Alors, j'aime bien aussi le mot populariser au lieu de vulgariser. Rendre accessible au peuple et pas dégrader une information au sens vulgarisé, pour moi ça veut dire ça. Je sais que j'ai du mal à me faire comprendre là-dessus, mais c'est vrai que le choix des mots parfois est important. Pour ça je me suis permis aussi de mettre un petit mème là, comme vous voyez en haut à droite. J'essaie de lutter contre ces mauvais vocabulaires où on va lutter contre les exotiques envahissantes. On parle souvent plutôt de gestion d'espèces exotiques envahissantes. Lutter contre, c'est une connotation très martiale, très brutale. Bon, du coup, là, on ne dit pas de violence, il met une gifle, vous voyez un peu l'ambiguïté de la situation. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'aller vers une manière d'expliquer nos actions et le choix des mots, des images, domaine dans lequel on est complètement néophyte, nous, au Conservatoire botanique. Hein, on n'a pas de chargé de com, on n'a pas vraiment de stratégie de com. On a une stratégie de com sur les exotiques, mais qui est arrivée là cette année. On vient à peine de la recevoir et on essaie de se la faire nôtre. Mais on n'a pas cette formation de communicants, donc on essaie de se l'approprier et voilà, on essaie de le faire aussi, enfin du moins j'essaie de le faire avec légèreté et dérision pour justement casser un peu l'image du naturaliste moralisateur, anxiogène, culpabilisant et un peu déprimant, avec un peu plus d'humanité. Enfin moi je le fais d'autant plus que je suis né ici, je suis allé pêcher à Saumur avec mon grand-père quand j'étais minot. Enfin, j'ai cette capacité-là à pouvoir avoir cet affect que beaucoup de mes confrères, malheureusement, n'ont pas toujours, d'accepter qu'il faut aussi mettre un petit peu j'allais dire d'émotion, de love dans notre taf. Mais en tout cas, dépasser ce clivage entre le naturaliste, le scientifique qui amène du concept et qui se déconnecte complètement de ce qu'on va appeler voilà, l'affect et le percept, qui sont des concepts plutôt de citoyens qui vont s'émouvoir dès qu'on va arracher une plante, qui vont s'émouvoir de jolies fleurs de griffes de sorcière, et qui vont pas être capables de s'émouvoir d'un plantain subulé parce qu'il fait pas des jolies fleurs. C'est vrai qu'il est moche le machin, mais en même temps, il a une histoire à raconter. Il n'est pas là par hasard, il n'est pas en train de décliner par hasard. Il y a plein de choses à raconter, et c'est à nous de les raconter, ces histoires-là. Avec tout un tas d'images et de folklore qu'on pourrait inventer. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de dépasser un peu notre posture de donneur de leçons pour aller justement, comme je le disais dans mon titre de diapo, converger pour que tout le monde arrive à parler le même langage et arrive à habiter dans ce territoire de manière apaisée et constructive. Voilà. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Au débat. Alors au débat, c'est vrai que sur l'affichage, il y a marqué que Antonin et Loïc, mais en fait c'est open. Hein, s'il y a des gens qui veulent venir discuter de ça avec nous, c'est avec grand plaisir. On fera passer le micro dans le public. Je serais content que M. Rivière se joigne à nous s'il n'est pas trop timide. Et puis voilà, alors c'est vrai que moi idéalement j'aurais aimé qu'il y ait des citoyens du quartier qui puissent venir pour nous dire ce qu'ils en pensent, mais bon, ils n'ont pas répondu présent, c'est dommage. Donc voilà. Et en attendant que Loïc Panzani, que vous avez déjà vu hier, le coordonnateur général du Naturoscope, Antonin Dupin du Parc national des Calanques, que vous avez vu aussi hier, donc chargé de mission pour le projet Life Habitat Calanques, et Vincent Rivière d'Agir Écologique s'installe. Je vous mets un petit film sur les arrachages sur l'île de Jard, qui sont un peu particuliers, comme vous le verrez. Donc oui, comme je le disais tout à l'heure là sur ces diapos, on vient de voir l'un des chantiers complexes de Jard. Je pense que le mieux c'est peut-être de laisser la parole à Vincent, parce que là c'est une vidéo qui a été faite donc, pendant le chantier. Et voilà, Vincent Rivière d'Agir Écologique a travaillé sur d'autres chantiers dans le cadre du LIFE, dans d'autres configurations. Et je pense que ça peut être bien aussi de montrer que chaque chantier est unique et que à chaque fois tu as dû t'adapter
au contexte, aux problématiques. Donc, si tu veux nous faire un petit retour sur... Merci Julien. Ce que j'aime bien avec Julien Hugo, c'est qu'il ne m'a pas du tout prévenu que j'allais ce matin prendre la parole, donc j'ai évidemment rien préparé. Du coup, ça va être de l'improvisation. Petite émotion quand même que de voir ce film, parce que moi je ne l'avais jamais vu, revoir mes équipes quand on a travaillé justement sur l'île de Jard. Donc là on a vu une petite partie de la complexité de l'intervention, il a dit tout à l'heure, venir sur une île, parfois des jours où il y a un peu de mer, débarquer des gens qui n'ont pas forcément le pied marin pour pouvoir sauter sur l'île au moment où on a la bonne vague, pour ensuite porter les outils et le matériel. Évidemment des situations qui ont toutes été un peu des aventures à chaque fois, hein, parce que installer une tyrolienne, c'est une partie de l'aventure. Venir avec les gars, c'est une autre partie. Coordonner un chantier avec un hélicoptère qui intervient pour emporter des big bags, c'est encore une autre aventure. Et je vous garantis que pour des naturalistes ou des écologues de mobiliser un hélicoptère pour aller chercher des big bags, ça nécessite quand même un certain nombre d'interrogations du pourquoi et d'être complètement persuadé du bien fondé de l'opération. Mais c'est-à-dire, on n'était pas à convaincre. En revanche, c'est clair que toutes les fois, on a eu des interactions avec le public sur ces sujets-là. Là, pour le coup, il y avait du monde à convaincre. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'intervention que tu as fait tout à l'heure, Julien, sur cette interaction nécessaire et cette façon dont il faut qu'on arrive à faire passer le message et intéresser à cette notion de détail, parce que nos paysages sont justement des paysages de détail, que c'est pas une carte postale uniquement, c'est aussi surtout souvent des choses qui font quelques centimètres, et même si c'est des plantes moches, et en l'occurrence, c'est clair qu'il y a certaines plantes qui sont vraiment, vraiment vilaines, malgré tout, c'est pas parce qu'elles sont vilaines qu'on peut pas en parler avec émotion. Et je crois que c'est un challenge. C'est sûr que c'est plus un challenge pour le plantain subulé que pour l'astragale, mais je vous fais confiance pour réussir à partager ça. Voilà. Sinon, oui, des équipes qui, avec le temps, ont appris à travailler dans ces espaces avec toute cette difficulté, ces plantes protégées qui peuvent être une contrainte, mais qui sont aussi un challenge. Là, en l'occurrence, sur l'île de Jard, on a un secteur où il a fallu qu'on descende tous les sacs qui sont situés sur la crête au niveau de notre tyrolienne qui est située justement sur ce trou entre les deux falaises. Et juste à cet endroit-là, on avait un pied de timélé, un énorme pied de timélé qui était juste dessous. Donc tous les sacs, c'est-à-dire je ne sais plus combien de centaines de sacs on a fait passer par là. À un moment ou à un autre, quand il descend de 5 mètres, il y a un dernier moment, il y a un gars qui est resté toutes les journées à tirer les sacs pour éviter qu'il n'écrase cette timélée. Et ça, c'est vrai que c'est des challenges qui parfois nécessitent de se remettre un petit peu de motivation quand on a au 150e sac en train de faire toujours le même mouvement. Donc voilà, on trouve des stratégies, on change les équipes, etc. etc. Mais c'est vrai que ça a été que des challenges tout ça. Voilà. L'autre challenge qu'on voit sur la photo de gauche, en fait, on voit 3 gars en train de trimballer des sacs porteurs. C'est qu'en fait, quand on a missionné l'entreprise, on a travaillé sur des bases de données de pointage qu'on avait d'espèces exotiques sur l'île. Et nous, on leur a filé un cahier des charges avec une localisation qu'on pensait être juste. Hein. On est allé refaire un tour, mais forcément, on est sur une île, on a du mal à accoster, on n'y va pas tous les jours. Évidemment, quand ils sont allés faire un petit tour de repérage, ils en ont trouvé plein d'autres. Donc là aussi, ils ont dû s'adapter avec une prestation qui était chiffrée, qui était minutée. Et donc là aussi, c'est pour ça qu'on est aussi ravis d'avoir pu bosser avec eux, c'est qu'ils ont eu cette flexibilité, cette capacité d'adaptation, cette abnégation, je ne sais pas comment il faut l'appeler, d'aller jusqu'au bout du job et de le faire avec une qualité aussi remarquable. Alors, je n'ai pas touché des pots de vin pour faire sa pub, hein, mais c'est vrai que sur ce caillou-là, en plus sur Jard, moi, j'étais jamais allé avant, on avait des données qui étaient assez fragmentaires et on est allé peut-être un petit peu dans la précipitation et c'est vrai que voilà, il a fallu gérer cette distorsion entre le théorique et le réalisé qui s'est reproduit dans d'autres situations, alors pas forcément sur une distorsion entre la quantité d'exotiques arrachés et la réalité, mais voilà, cette nécessaire co-construction d'un projet d'action où c'est bien de ne pas se baser uniquement sur nos bases de données, sur les ordis. Écoutez, juste un tout petit complément par rapport à ça. C'est vrai que tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a d'abord une réflexion qu'on fait en tant que gestionnaire d'espace naturel, en tant que naturaliste, et puis après il y a la réflexion entreprise. Comment est-ce que je fais pour mettre en œuvre les moyens qui nous permettent d'atteindre le résultat qu'on espère tous atteindre? Et là, c'est un autre challenge pour nous aussi, la partie logistique, la partie technique, les moyens mobilisés, les compétences techniques des opérateurs, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on peut adapter ici, qu'est-ce qui a à sa place. Et puis,
Moi aussi, effectivement, je suis très fier d'avoir participé à ça. Toute l'équipe en est très fière, hein, parce qu'on a appris plein de choses en réalisant ça. On a tous ensemble appris plein de choses d'ailleurs, parce que là, on a standardisé un petit peu des modèles de surface d'arrachage, de temps de travail par surface, etc., etc. Petit bémol tout de même, c'est qu'il y a quand même des petites découvertes au fur et à mesure, et je pense notamment à l'Oponce Micro d'Asis, qui reste pour moi un souvenir personnel assez intense, puisque cette Oponce a la capacité d'être recouverte de glochites qui s'envolent quand vous les touchez et qui viennent après s'immiscer dans tous les pliures de votre cou, vos voies respiratoires. Et du coup, vous passez un certain temps avec cette micro d'Asis, 15 jours, 3 semaines après, qui vous rappelle à chaque fois que vous avalez quelque chose qu'elle est toujours présente avec vous. Et puis, pour aller un petit peu au-delà, j'ai quand même quelqu'un qui a eu un mois et demi d'arrêt de travail puisqu'il a eu une infection liée à une glochite qui est rentrée dans la peau. Donc, il y a quand même aussi, voilà, on a fait du don de soi sur tout ça. Si on pouvait vraiment interdire définitivement toutes les micros d'Asis, je serais très très content. Parce que si un jour on doit encore lancer des campagnes d'arrachage, je ne sais pas du tout comment on doit faire sur cette espèce-là. Hein. Alors, on voulait t'en parler justement, il y a un marché qui va sortir bientôt. Alors du coup, oui, ça serait bien, voilà, si, je sais pas, si Antonin, qu'on ait un point de vue aussi du gestionnaire sur le ressenti de toutes ces opérations-là. Du coup. Bah, peut-être faire un point sur la gestion des rémanents, creuser un petit peu cet aspect-là. Donc, tu en parlais tout à l'heure, un des points principaux des problématiques des chantiers, c'est qu'est-ce qu'on fait des rémanents. Et ça a pu guider les choix d'intervention et nous faire renoncer parfois temporairement ou définitivement à certains chantiers. On a fait des expérimentations du coup sur des petits volumes de l'incinération, sachant que c'est interdit d'incinérer des déchets verts. Mais là, il y a eu une demande de dérogation qui a été faite pour des petits volumes. Il y a eu, quand c'était possible, du stockage sur place. C'est la diapo qu'on voyait juste avant sur Jard. Donc là, la cuvette s'y prêtait parce qu'elle était isolée de l'espace naturel, donc comme on l'a vu. Et en fait, les résultats ont été assez bons. Hein. Là, on est passé il y a moins d'un mois et il y avait quasiment plus rien. Donc, est-ce que c'est parce que l'eau de mer l'a rempli partiellement, parce que c'est une surface très minérale, mais en tout cas, ça s'est composté assez bien sans reprise. Mais il y a des endroits où il n'y a pas cette facilité de stockage. Je pense à la diapo suivante, où là, on est sur Pomègue. On est sur des falaises où en fait on a juste ces espèces de vires. Donc là on a tenté plutôt du stockage sur place en andin parce que d'une part le site est très difficile d'accès. Il y a une tour télé avec des ondes militaires qui nous empêchent facilement en tout cas de faire intervenir un hélicoptère. Donc là mais ceci dit l'opportunité c'est qu'il n'y a pas des enjeux écologiques énormes sur le site. Donc là on va tenter ce stockage là en andin. Et qu'on va surveiller assez régulièrement. Il y a des chantiers où ça a été plus difficile, hein, le chantier de Caroline, de l'hôpital Caroline, donc là où c'est un héliportage qui a été nécessaire pour sortir les big bags de la falaise, puis après pour les mettre par hélicoptère, donc puis les mettre dans un camion, qui l'ont amené à une barge, qui l'ont amené à un autre camion sur le continent pour l'amener vers une plateforme de compostage industriel, qui l'a traité via un traité industriel classique. Là, donc c'est une solution qui est avantageuse parce qu'elle permet de détruire le pouvoir de germination de ces oponces, mais qui se révèle être assez polluante. Donc là, on travaille sur un projet en ce moment avec la ville de Marseille sur le dernier arrachage qui a été réalisé par Agir Écologique à Pomègue, au Frioul, où là l'idée c'était de composter, mais de composter sur place, donc de réduire l'impact carbone de ce traitement. Et donc la ville de Marseille, on leur remercie, la direction de la mer et Monsieur Manchon nous ont soutenus là dans ce projet en mettant à disposition une parcelle en face du port et notamment cette dalle où l'idée ça va être de broyer les oponces, de les mixer avec d'autres déchets verts pour lancer un compostage rustique sur place. Donc après broyage et retournement, dans un délai de 3 à 6 mois, on pourrait avoir un compost éventuellement valorisable. Et c'est intéressant parce qu'on en parlait justement en termes d'acceptation. Le Frioul, ça a été un site assez compliqué où des habitants ont pu être assez véhéments et pas forcément comprendre les actions. Là, cette solution, elle nous permet d'avoir un dispositif à l'année où on a un tas de compost, on peut l'expliquer avec un panneau. On peut faire des sorties pédagogiques, on peut mener des projets scientifiques
Et surtout, derrière, on a un produit qu'on peut mettre à disposition, notamment pour les jardins partagés du Frioul, éviter du coup éviter d'exporter des déchets, éviter d'importer des engrais et voilà, travailler en circuit court sur ce genre de choses. Donc c'est en cours, hein, on restitue l'étude de faisabilité là début décembre sur place et pour un projet qui devrait commencer en début d'année, qui est peut-être un des projets un peu intéressant de cette période après Life qui s'ouvre. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse, parce que c'est vrai que comme tu as évoqué le Frioul, les difficultés de compréhension de l'action, je pense que ça faisait la très belle transition pour Loïc, du coup, comme ça te laisse te préparer. Je vais juste faire un petit commentaire sur la gestion des déchets, parce que là, donc, on évoque la production d'un compost. J'en ai pas parlé, mais on a exploré d'autres pistes dans le cadre du Life. L'idée, c'était effectivement de ne pas créer, enfin le meilleur déchet c'est celui qu'on ne crée pas. L'idée c'était de trouver des solutions de valorisation de ces rémanents, de ces déchets verts. Donc il y a eu des réflexions sur la production de mescal avec les cœurs d'agave, de réflexions avec des textiles aussi, de pâte à papier, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, donc c'est des projets qui n'ont pas vraiment réussi à aboutir, en tout cas à des solutions durables et satisfaisantes pour des raisons diverses. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on se pose ces questions-là, il faut très vite les jalonner, puisque donc l'idée, c'est pas non plus de créer un produit qui va faire du buzz. On va pas non plus créer des claquettes super à la mode avec des tiges d'agave, parce qu'après ça va inonder un marché. Et en fait, on va créer un tel marché que ça va créer une demande et que les gens vont se dire bah tiens, il faut planter de l'agave pour alimenter ce marché. Donc c'est arriver à trouver le bon curseur du produit qui va être suffisamment vertueux pour être valorisé et en même temps qui ne va pas créer une économie sur laquelle après on n'aura plus aucun contrôle. Donc moi c'est vrai que l'idéal que j'aurais aimé dans cette situation-là, mais qu'on n'a pas pu développer faute de partenaires, d'idées, de moyens, j'en sais rien, ça aurait été par exemple, je le dis pour de futurs projets éventuellement, de créer en fait ses propres supports de com avec ça. C'est-à-dire qu'en gros, si on a des fibres d'agave, on arrive peut-être à choper des textiles, des fibres, faire du textile, et pourquoi pas faire les banderoles du Life, des calanques, avec ces fibres-là. Le produit resterait dans le projet. Il n'y aurait pas une commercialisation. Ça permettrait de servir les objectifs, les intérêts du projet, sans se risquer à des produits un peu hasardeux, ou des supports papier, de guides, etc. Donc c'est plus là-dessus qu'il faudrait qu'on arrive à bosser. Alors, on a identifié des structures, mais voilà, après c'est la concrétisation de ces partenariats qui n'a pas été tout à fait satisfaisante, mais du coup ça fait là aussi une bonne transition pour nos nuits. Ouais, j'en avais les transitions, mais comme à chaque fois ça évolue, il va falloir que j'en trouve une autre. Donc oui, alors sur la transition, j'en ferai une avec le compost et les fausses bonnes idées. C'est que, alors c'est vrai que là ça va être difficile sans vous avoir présenté les actions de communication dont je vous parlerai cet après-midi, mais parmi ces actions qu'on va mener, il y en a une qui sont des jardins pilotes sans espèces végétales exotiques envahissantes. L'idée étant d'accompagner des riverains qui disposent de parcelles envahies pour les mettre en culture avec des plantes locales qui ont été mises en culture par les pépinières de la ville de Marseille. Et lors d'une de ces opérations qu'on a pu faire au Cap Croisette, il y avait on avait des adhérents qui étaient très impliqués avec une famille, qui ont participé activement à cette opération. Des personnes dont vous pouvez penser qu'elles avaient qu'elles avaient pu comprendre le discours qu'on avait pu avoir sur la biodiversité. Et puis on a reçu quelques mois après un mail de cette même personne nous suggérant comme solution pour végétaliser le Mont Rose, de composter tous les déchets des habitants pardon, pas du Mont Rose, non pas composter les habitants, de composter tous les déchets produits par les habitants des Goudes pour faire des fascines et couvrir le Cap Croisette, donc de compost pour végétaliser le Cap Croisette. Et alors là, on s'est dit, bon, on a manqué un truc. On a manqué un truc. Et donc tout ça, je le mets en perspective aussi avec une remarque qu'on a pu avoir hier, qui a été une remarque sur, en gros, les actions de biodiversité et l'importance du réchauffement climatique. Et aujourd'hui, il y a toute une partie du monde permacole, ou de végétalisation urbaine, qui est en train de
de faire primer, on va dire, la captation du carbone et la végétalisation à tout prix sur les actions de biodiversité. Et donc là, pour moi, on est sur un sujet qui a été évoqué en filigrane, mais qui est en même temps important, c'est qu'aujourd'hui, nos actions, concrètement, elles sont parfois vues comme allant à l'encontre de processus naturels, puisque certains disent ces espèces envahissantes arrivent, c'est les espèces de demain face au changement climatique. Et d'autres se disent, aujourd'hui, la priorité, c'est pas la biodiversité, c'est la végétalisation, c'est la captation du carbone, il faut lutter contre le réchauffement climatique. Et donc là, on est sur des enjeux de communication qui rejoignent ce que tu disais tout à l'heure sur les enjeux sur la différence de perception, mais qui nous amènent aussi à faire évoluer notre discours et à redéfinir cette notion de biodiversité, surtout en lien avec tout ce qui a été fait par l'AMU notamment sur les interdépendances. Et aujourd'hui, nos actions de sensibilisation, ça n'a pas été facile, mais une des idées, c'est vraiment de faire comprendre la nécessité d'une riche biodiversité, justement face à ces changements climatiques, la nécessité d'avoir un réservoir de résilience face à une nature en perpétuel changement. Et je pense que là, alors c'est vrai que je m'écarte peut-être un peu de ce qui a été dit, mais je pense qu'on a un enjeu de communication important. Certes, le changement climatique c'est important, d'autant qu'on s'aperçoit que ça a certainement un rôle sur le taux de mortalité des plantations, et ne serait-ce que sur les plantations naturelles, hein, sur ce qui se passe, ce qu'on observe tous autour de nous. Mais voilà, il faut arriver à jauger, à jongler entre préservation de la biodiversité spécifique et discours, et en tout cas action de lutte contre le changement climatique. D'autant qu'effectivement, on est bien conscient de ça, puisque ces actions de lutte contre le réchauffement climatique, elles sont nécessaires à la préservation de la biodiversité qu'on défend. Mais enfin, pas sur le Cap Croisette, quoi. Oui, alors c'est super intéressant comme amorce, justement, parce que dans la famille, enfin la myriade de questions que j'avais envie qu'on évoque, mais qu'on ne pourra pas évoquer ici, il faudrait un colloque spécial pour ça. Ça touche plein de sujets. Alors il y a la question déjà en gros de l'interventionnisme versus le laisser-faire. Ça pose aussi la question donc des replantations dans l'inconscient collectif, dans la culture locale ou même nationale. On a cette impression que oui, pour sauver la planète, il faut planter des arbres, et qui sont d'ailleurs en plus accompagnés par des politiques publiques. Hein. On a notre région qui nous demande de planter 1 million d'arbres. Parfois, des collectivités s'emparent de ce sujet-là et nous plantent tout un tas de saletés en pleine colline sans trop de réflexion sur le pourquoi du comment. Et effectivement, nous après derrière aussi, on se pose la question, comme tu disais, de pourquoi on va aller arracher des trucs qui poussent spontanément, parce que derrière, en plus, on se fait pourrir par les gens qui ne comprennent pas pourquoi on fait ça, alors que tout nous invite à faire en sorte qu'il y ait plus de végétal dans nos paysages. Donc ça, je ne sais pas s'il y a des réactions sur ces... Ouais. Oui, Mathieu Thévenet, je travaille pour l'initiative PIM qui travaille sur les milieux insulaires. Donc nous aussi, on se confronte parfois à de la résistance vis-à-vis des opérations de lutte contre les espèces invasives. C'est parfois très concret. Alors, ce que je voulais commencer par quelque chose de positif. J'ai l'impression, moi, que depuis 10 ans, l'acceptabilité, en tout cas la sensibilisation vis-à-vis du public est meilleure qu'il y a 10 ans. Donc on va vers on va dans le bon sens. Par contre, effectivement, dans d'autres pays, on a encore des résistances qui sont très problématiques. On a un cas notamment en Sardaigne où il y a eu une réinfestation volontaire par quelqu'un du coin suite à une dératisation qui a entraîné un échec de l'opération qui avait coûté très cher. On a un cas aux Baléares où une élue a été traînée au tribunal administratif suite à avoir autorisé un tir vis-à-vis des chèvres sauvages ou ensauvagées d'une île périphérique d'Ibiza. Suite à des associations animalistes qui étaient montées au créneau sur cette opération-là. Donc ça c'est bien fini pour elle, je vous rassure. Et je rassure les élus qui sont dans la salle aussi qu'elle n'est pas allée en prison. Mais voilà, tout ça pour dire que le gap qui existe entre notre connaissance des espèces invasives et celle du public,
pose des problèmes très concrets. Alors pour améliorer ça, je pense qu'il faut simplement aller voir les personnes qui ont de l'avance sur nous, parce que la France, c'est pas le pire des pays en Méditerranée. On a des instances gouvernementales ou publiques liées à l'environnement qui sont déjà sensibilisées. On n'a pas besoin de sensibiliser l'OFB, l'Adréal ou le Parc national des Calanques pour travailler sur ces aspects-là. Dans d'autres pays, c'est le cas. Donc on n'est pas au niveau zéro, loin de là. Par contre, il y a des régions insulaires ou des États insulaires qui ont des dizaines d'années d'avance sur nous. Donc je pense de l'autre côté de la planète à la Nouvelle-Zélande, par exemple, ou plus proche de nous, à la région des Canaries en Espagne, qui a une politique beaucoup plus interventionniste là-dessus. Donc il faut s'inspirer de leur capacité de communication, les contacter et les écouter sur comment on communique sur ces aspects-là. Il y a aussi un autre acteur à consulter, c'est une ONG américaine qui est beaucoup plus petite qu'on le croit, parce qu'elle communique très bien, mais qui s'appelle Island Conservation, qui édite des outils de communication qui sont très enthousiasmants, qui inspirent tout de suite l'adhésion aux lecteurs. Donc là aussi, il faut s'en inspirer. Je pense que la clé vient du fait effectivement qu'il faut qu'on change notre champ lexical, martial, anxiogène, que tu as évoqué, Julien. Il faut qu'on répète aux gens que les décisions d'action ne se font pas de manière unilatérale, qu'elles sont à chaque fois concertées, et que même au sein de la communauté scientifique, il y a systématiquement un débat à chaque fois qu'on doit agir. C'est le cas par exemple au sein du conseil scientifique des PIM, qui pourtant ne devrait pas a priori proposer trop de résistance, mais nous aussi on discute à chaque fois sur comment ou pas agir. Donc ça rassurera les populations locales sur le fait que c'est pas une décision unilatérale. Et peut-être la spécificité de la France, c'est peut-être de travailler sur la fibre de territoire ou de, comment on appelle ça, de patrimoine local, ouais, de terroir plutôt, puisqu'on a réussi après, derrière la notion de terroir, à faire adhérer les élus de toutes les couleurs politiques, tout type d'acteurs, pour protéger les filières locales, les paysages de nos beaux territoires. Je pense que c'est effectivement cette fibre-là sur laquelle il faut jouer à l'avenir. Et dernière chose, parce que j'étais un peu long là, c'est de faire confiance aux chargés de communication. En France, je crois qu'on ne donne pas un rôle assez prépondérant à ce secteur professionnel. Il faut qu'il soit plus écouté, plus intégré et qu'il puisse avoir une capacité d'action plus grande. Même si il me semble que, vu de l'extérieur, la communication a été très bonne, en tout cas pour moi, sur ce projet-là. J'ai beaucoup apprécié ce qui a été réalisé en termes d'affiches, sur les transports en commun, sur toutes les choses qu'on a vues depuis l'extérieur, et le tour de force qui a été réalisé, d'arriver enfin à parler de capacité de charge et de limitation de la fréquentation cet été. Pour moi, c'est tout lié aux actions que vous avez menées aussi sur l'Astragale. Bravo pour ça, on avance. Voilà. En fait, je me posais juste une question en parenthèse, ça n'empêche pas de remonter le micro, c'est juste que là tu parlais de terroir et ça me fait penser qu'il y a peut-être... on va avoir du mal à essayer de rétablir la parité. Si peut-être Catherine, tu veux venir parler aussi de l'implication de la ville de Marseille sur la production de plantes locales pour justement essayer de faire infuser ces sujets dans la collectivité. Enfin, ça peut être bien, cette expérience-là aussi a été assez rafraîchissante. Bon, désolé, je prévois pas non plus, hein, mais... Pardon ? Peut-être en parler après, mais voilà. Oui, d'autant plus que les questions sont en résonance. En fait, l'ensemble de ce qu'on a vu aujourd'hui pose effectivement la question de l'acceptabilité. Et il y a celui qui sait, et il y a celui qui ne sait pas et qui va mal interpréter ce qui se fait. Par exemple, sur la question du littoral, des Goudes jusqu'au Mont Rose, il y a, en 2014, j'avais émis l'hypothèse que la friche Le Grémente devienne un lieu de méthanisation. Donc, il s'agissait d'y mettre tous les déchets verts de cette impasse du littoral et d'y mettre aussi les déchets des restaurateurs
de les méthaniser, de produire de l'électricité qui permettrait de faire l'éclairage public de tout ce secteur-là. Bon. Tout de suite, la réaction, j'étais dans l'opposition, j'étais conseiller d'arrondissement d'opposition, on va dire élu bénévole presque, et non pas presque, élu bénévole, et engagé dans des associations. Donc militant écologiste, je m'attendais à une large acceptation de cette hypothèse. En fait, il y a eu une réaction de gens qui étaient opposés au projet immobilier qui était en place sur cette friche-là, mais qui pour autant ne voulaient pas qu'on y fasse une activité économique ou industrielle. En fait, ils voulaient rien, ils voulaient pas non plus d'habitation, parce que ça pourrait produire des odeurs, parce que ça générerait du transport de déchets, parce qu'il se posait aussi la question de la quantité, question que vous, Hugo, là, vous avez soulevée, c'est-à-dire que la quantité de matière d'œuvre pour le modèle mis en place, si à un moment donné on vient à manquer de matières premières, est-ce qu'on ne va pas la faire venir d'un peu plus loin, etc. etc. Sur l'opération de compostage des eaux ponces sur l'archipel du Frioul, tout dernièrement, on a discuté avec des habitants et on a eu le même type en fait de questions. C'est pourquoi à cet endroit-là, ça se voit, quelle sera la couleur de la bâche, est-ce que ça ne va pas dégager des mauvaises odeurs pour les riverains. Et voilà, donc je tiens à dire, et j'insiste, tout ça, pour moi, ça doit être des démonstrateurs. Et effectivement, par rapport à l'intervention précédente, je pense qu'il faut s'appuyer sur les chargés de com. Et les chargés de com, il faut les prendre les plus bêtes possibles. Excusez-moi, c'est une expression, hein, mais plus le chargé de com est étranger à cet univers-là, et plus il fera l'effort de rendre nos actions compréhensibles et acceptables. En tout cas, c'est mon point de vue. Je tenais alors c'est pas vraiment une question, mais en tout cas, je tenais à en faire l'écho là maintenant. Alors, je me permettrais juste un petit commentaire par rapport à ça sur les chargés de com qui comprennent ce qu'on veut dire. L'inverse est aussi vrai, qu'on arrive à revoir nos positionnements, nos postures en fonction de ce que d'autres pourraient nous amener comme regard sur le sujet. Qu'on n'utilise pas, entre guillemets, les sciences humaines et sociales. Alors, c'est un petit débat aussi là-dessus, où en gros, nous, scientifiques, naturalistes, écologues, on aime bien valider nos hypothèses par des études de perception, mais en gros, on arrive avec notre vocabulaire à nous, nos hypothèses, et on ne laisse pas les sociologues nous aider à co-construire des hypothèses de départ et trouver un champ lexical qui soit commun entre nous et, entre guillemets, le reste du monde. Donc c'est bien quand les deux se nourrissent mutuellement et pas quand on utilise le chargé de com pour servir nos propres intérêts qu'on pense être les seuls légitimes. Bien. Donc, pour répondre à la question de la mise en culture des plantes locales, et là je vais parler sous le contrôle de Thierry Barthélémy, il y a eu une vingtaine de taxons qui ont été multipliés, il y a eu des semis, des boutures qui ont été réalisées au Frioul et ensuite en d'autres endroits, des espaces naturels. Et ça a été une bonne production. Il y a eu plus de 8000 plantes de mémoire qui ont été réalisées avec succès. Donc il y a eu du thym, il y a eu du romarin, il y a eu du palénis maritima, il y a eu du dianthus, il y a eu de l'œillet, il y a eu et ça a été une floraison incroyable. Et donc ça a été ensuite mis en place avec succès dans des jardins pilotes, mais également ça a été utilisé dans les fermes pédagogiques des relais nature pour l'opération Visa Vert, maintenant appelée Rue Jardin. Donc cette opération qui proposée par la ville de Marseille, qui propose aux habitants une autorisation d'occupation temporaire de l'espace public pour cultiver des plantes devant chez eux et pour revégétaliser la ville. Et que dire si ce n'est que c'était une très belle opération. Voilà, donc là vous avez quelques images. Donc là c'était une opération effectivement de récolte de semis de boutures au Frioul, près de la capitainerie. Ensuite, là on se retrouve dans les serres horticoles de la Fresnaye.
avec ces images très éloquentes, voilà, Palénis, Astéroline maritime qu'on voit là. Et c'est encourageant, encore une fois, pour l'avenir. Et je crois qu'après, dans l'opération Afterlife, la direction des parcs et jardins va s'engager sur 3 opérations majeures, dont voilà, le fait de perpétuer cette mise en culture de plantes locales, voilà, pour arrêter ce qu'on avait précédemment, puisque là aussi le Life Habitat Calanque a marqué un petit peu la fin de la culture d'agaves, enfin d'espèces végétales exotiques envahissantes qu'on trouvait très belles, et c'est vrai qu'elles sont belles, mais dans la pépinière on a pu en récupérer justement pour montrer au public ce qu'il fallait plus planter devant chez eux, quoi. Ouais, et je confirme, c'est vrai que c'est un mot qu'on n'a pas utilisé, ou peut-être en introduction. C'est vrai que même si en milieu naturel, aujourd'hui on ne va pas favoriser la plantation de plantes locales, puisque la nature fait mieux le travail que nous, on a utilisé ces plantes comme support de communication positive et engageante. Et on a essayé le plus que possible, ça n'a pas toujours été le cas, mais d'utiliser une communication positive qui montre les bons côtés. Si on fait qu'arracher, évidemment, ça ne va pas trop être attrayant. Et donc, même s'il n'y avait pas de justification scientifique ou de gestion à planter des plantes locales dans certains lieux, on l'a quand même fait, mais plus par opération de communication que par opération de gestion. Donc ça, c'est un point, enfin, on l'abordera tout à l'heure, mais merci parce que tous ces fameux 8000 plants de la ville de Marseille, ils ont été mis dans les jardins pilotes, mais ils ont été aussi largement distribués sur de nombreux stands par les agents du parc ou d'autres, enfin, tous les services, tous les partenaires, tous les bénéficiaires ont participé à ces actions de com. Et on était vraiment, lors de cette distribution de plans, on amorçait, on amenait de l'affect. On amenait de l'affect, et en fait, les gens se questionnaient eux-mêmes sur leur jardin ou leur balcon, puisqu'en fait, ça peut être un problème de balcon. Et on s'aperçoit que là, on a eu un vrai impact avec, on l'espère, des changements de comportement qu'on n'a pas évalués. On a 2 questions dans le public. Ouais. Ici. Je vais juste compléter sur cette diapo, après comme ça je prends la question. Ce travail-là de production de plantes locales par la ville de Marseille, c'était un pari, puisqu'en fait on était sur des plantes où on n'avait aucun retour d'expérience à des plantes qui n'existaient pas dans les catalogues de fournisseurs de végétales, de pépiniéristes, horticulteurs. Donc on est parti de zéro, et on est tellement parti de zéro qu'on en est arrivé à produire un guide d'itinéraire technique de production de ces plantes à destination d'horticulteurs, pépiniéristes. Bon, idéalement, on va dire en label végétal local, mais on est arrivé, voilà, à produire ces fiches avec un petit calendrier, des consignes simples, etc., que les agents de la ville de Marseille ont créé un savoir-faire qui n'existait pas auparavant. Et que l'idée, c'est que à terme, ça infuse dans la société civile, que ça se rentre dans les mœurs, comme le disait Loïc, qu'il y ait à la fois une demande, mais aussi une offre, et que des professionnels se mettent à produire de la plante des garrigues, histoire qu'on recrée du lien, qu'on amène la colline dans nos maisons, qu'on a un peu trop longtemps oublié. Pardon Léo. Oui, merci, bonjour. J'avais une question par rapport aux considérations qu'on a vis-à-vis des plantes exotiques envahissantes, puisque tu parlais tout à l'heure du patrimoine des calanques, donc le patrimoine paysager et puis floristique, qui structure un peu ce qu'on appelle les calanques, et du coup l'introduction de ces espèces qui datent d'après 1492 pour les néophytes. Mais quand on met en perspective cette évolution par rapport Enfin, si on dézoome et qu'on regarde aux grandes échelles géologiques, les continents bougent, les espèces bougent, et c'est ce qui fait notamment qu'on a des espèces exceptionnelles en Andalousie qui sont subtropicales, comme des fougères qui se retrouvent là comme des reliques du temps passé. Alors pourquoi est-ce qu'on s'excite sur des espèces qui arrivent rapidement comme ça chez nous ? Alors, premier élément de réponse, après si d'autres veulent s'y risquer, parce que c'est une question extrêmement glissante, hein. Effectivement là on rentre dans les débats philosophiques sur est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on reste spectateur ou pas. Là, je pourrais en parler des heures aussi, mais je vais juste réévoquer ce que je disais en introduction sur le fait que là, on se situe, pour replacer les choses dans leur contexte, dans un territoire de cœur de parc national, et où l'une des missions de ce territoire, c'est de préserver des paysages, j'allais dire caricature, en mode carte postale, donc de retrouver ou de préserver un monument historique un peu comme une œuvre d'art en fait.
Et enfin, moi, en tout cas, j'aime bien le voir comme ça, en fait, que, en gros, le Devanson, le Cap Rosette, etc., pour moi, c'est des monuments, c'est des œuvres d'art, et qu'on ne refait pas Notre-Dame de Paris avec de la moquette et des agglos. Il y a une histoire, hein, ça raconte une histoire, comme tu l'as dit, hein, la Stragale de Marseille, elle est là depuis les glaciations, les exotiques sont là depuis le XVe siècle, il y a une petite différence qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vue nous-mêmes, hein, quand les vieux nous disent mais moi j'ai toujours vu ici, j'ai toujours habité ici, oui ils ont raison, mais ils n'ont pas ce recul, nous-mêmes ne l'avons pas, enfin on l'a par des écrits, etc., mais c'est sur ces territoires-là en particulier, après je ne dis pas qu'il faut l'appliquer sur tout le territoire national, mais en tout cas en cœur de parc, c'est l'une des missions qui leur ont été confiées. Après, je vais peut-être les laisser répondre là-dessus, mais en tout cas, nous, par rapport à notre stratégie en tant que conservateur botanique, ça nous paraît légitime d'intervenir sur ces secteurs-là, en arrachant, en communiquant ou en gérant, comme on appelle ça comme on veut. Mais après, sur le reste du territoire, il n'y a pas spécialement d'enjeu à partir en croisade, quoi. Je ne sais pas si d'autres veulent avoir un autre. Peut-être moi ça m'a fait penser aux résultats des 10 ans de travail sur l'îlot de Bagot, où là, bon, ça serait un argumentaire scientifique, enfin, ça répond peut-être pas à la question, mais c'est qu'on passe d'une espèce végétale, en l'occurrence c'était le carpo sur certaines zones, Carpo brotus, et aujourd'hui, 10 ans après les opérations d'arrachage, on a plus de 20 espèces végétales, sans compter toutes les espèces animales, bactéries et champignons qui sont interdépendantes avec. Donc moi j'ai envie de dire instinctivement, là ce ne sera pas scientifique, c'est qu'on aura plus de capacité d'adaptation face au changement climatique avec un patrimoine génétique de centaines d'espèces et d'individus qu'avec un seul individu, un clone d'une seule espèce. Mais voilà, je sais pas si... Oui, en tout cas, je pense on peut se dire que ces espèces exotiques envahissantes, elles ont des caractéristiques exceptionnelles, hein, reconnaître leur capacité de reproduction, de bouturage, et reconnaître leur droit à exister. Cependant, elles existent déjà beaucoup et partout, quoi. C'est des espèces qui sont assez communes. Elles existent, elles viennent d'Amérique centrale, là, celles qui nous concernent pour la plupart, d'Afrique du Sud, mais elles sont largement répandues dans le monde entier, alors que la Stragale de Marseille, on l'a vu ce matin, elle est à 88% de sa population et dans le cœur du parc national. Donc il y a aussi ce delta-là en fait, entre une aire de répartition très restreinte et une aire de répartition assez large. Si on perd la Stragale de Marseille, on la perd entre guillemets ici, on la perd entre guillemets pour toujours. Si on enlève 2 agaves ici, on ne menace pas du tout sa survie à l'échelle globale, quoi. Une question ici? Merci. Au Cap de Creuse, nous avons travaillé avec les panthères envahissants pendant les dernières 15 ans. Et nous avons quelques actions déjà avec elles, mais votre action avec les travaux verticaux sont spécialement intéressants pour nous parce que nous n'avons pas des actions comme ça. Nous avons utilisé quelquefois des substances actives chimiques. Je vois que vous n'avez pas les utiliser en cette action, mais sont spécialement intéressants pour quelques espèces, par exemple pour Opuntia, mais aussi par Ailanthus ou Cortaderia ou autres espèces qui ne sont pas dans ces projets. Une autre question, c'est la surface libérée par ces plantes, cette espèce, spécialement pour Carpo brotus ou Opuntia. Vous avez fait quelques actions, spécialement en zone verticale, pour éviter l'érosion ou quelque chose comme ça. Et après, la maintenance. Parce que nous avons travaillé dans la même zone avec Carpo brotus depuis 12 ans. Et nous avons encore de Carpo brotus avec la graine. Merci. Ouais. Peut-être donner quelques éléments de réponse sur la question de lutte chimique, biologique. Pour l'instant, c'est vrai qu'on s'est concentré que sur de l'arrachage manuel.
il y a un allié inattendu, on peut l'appeler comme ça, on espère qu'il le restera comme ça, c'est le charançon de l'agave, qui est le prédateur exotique de l'agave, qui a fait son apparition sur le territoire et qui prédate assez largement les individus adultes. Donc il n'a pas été introduit à cette fin-là, mais il se trouve qu'il a trouvé son chemin. Pour l'instant, il n'est pas forcément question de changer d'approche. Pour les questions d'érosion, alors on est souvent les milieux qu'on essaye on essaye d'enlever les espèces exotiques envahissantes et on l'a vu ce matin aussi, les espèces qu'on essaye de favoriser en fait ont besoin d'assez peu de sol. Donc en général, c'est vrai que la question de déstabiliser le sol, sauf cas spécifique, n'est pas forcément une priorité pour nous. Enfin, je veux dire, la problématique d'érosion sur ces milieux-là, en fait, on préfère des milieux sans souvent le sol est parfois apporté même par ces espèces exotiques envahissantes qui, en fait, en proliférant, vont créer de la matière organique. Et pour le dernier point qui était la question de la durée, en effet, on s'inscrit sur une durée qui est longue. Le pas de temps qui était évalué, il me semble, au début du projet, c'était 10 ans, là vous dites 12, mais en gros pour épuiser la banque de graines, oui, on part sur ces pas de temps-là, et en fait les agents du parc et des autres propriétaires gestionnaires vont être mobilisés ces prochaines années sur des travaux de repasse. Donc là, en ce moment même, ce matin même, à Sugiton, on a une équipe du parc qui est en train d'effectuer une repasse sur un des sites du LIFE. Donc un des objectifs de l'après-LIFE, c'est bien d'aller repasser très régulièrement sur les 11 sites qu'on a traités, qui sont parfois en milieu escarpé. Donc on a en interne du coup une équipe qui est formée aux travaux sur corde pour pouvoir assurer ces repasses, et aussi c'est l'occasion de mobiliser des bénévoles sur ce type d'action. Je ne sais pas si vous souhaitez compléter peut-être sur ce pas de temps. Moi, peut-être juste une remarque, parce que je pense que c'est un des challenges qu'on sous-estime un peu quand on commence à s'attaquer à une action de gestion, de contrôle déjà des espèces envahissantes, puisque c'est plus ce vers quoi il faut aller. Il est clair que c'est beaucoup plus simple de parler d'éradication de rats en termes d'acceptabilité que de parler d'éradication d'une griffe de sorcière avec ses jolies fleurs. Et cela dit, le gros challenge derrière, c'est il y a effectivement une grosse problématique d'arrachage qui mobilise du temps, des compétences, de l'argent, de la logistique. Mais après, il y a 10 ans, et 10 ans, j'entends 12 ans, alors ça ne me rassure pas d'entendre 12 ans, je vous avoue, parce que nous faisons aussi, pas très loin d'ici, un suivi sur une île sur laquelle on a arraché des Carpobrotus il y a maintenant 10 ans, et on continue d'avoir des jeunes semis, justement, donc la banque de graines n'est pas encore éteinte. On ne sait pas, en fait, dans quoi on est parti, on sait juste que finalement, de l'éradication, on est en train de se dire, on a un contrôle de niveau très très bas de la griffe de sorcière, mais on n'est pas dans une démarche où on peut aujourd'hui crier victoire sur un combat gagné. Je reviens sur le vocabulaire martial, c'est pas vrai. En revanche, il faut regarder, dans ces 10 ans, il faut regarder aussi les bénéfices que ça entraîne, c'est-à-dire que pendant 10 ans on communique, pendant 10 ans on sensibilise, pendant 10 ans on s'intéresse à ce qui est en train de devenir, tous ces processus en cours. Pendant 10 ans, on va découvrir des nouvelles choses qu'on n'avait pas jusqu'à présent découvertes parce qu'on n'était pas attentif à ça, parce qu'on voyait juste un tapis. Maintenant, on commence à voir une certaine diversité, on voit des interactions qu'on ne connaissait pas. En fait, il faut l'avoir en tête initialement quand on commence à démarrer une opération, c'est ce fameux temps long, mais ce temps long, c'est pas qu'une contrainte, c'est aussi une opportunité de découvrir d'autres choses et de continuer à faire de la gestion dans des espaces qui, justement parce qu'ils étaient envahis, étaient dénués finalement d'intérêt, ou en tout cas dénués d'intervention, puisque l'espace, le combat est entre guillemets un peu perdu. De ressources locales et de graines locales et de plantes locales. C'est aussi très développé actuellement dans les Alpes pour restaurer les pistes de ski, les terrains en montagne, etc. Et donc il y a des études génétiques pour trouver les meilleurs endroits où sourcer des graines, comme on dit, seed sourcing, etc. C'est des questions qui sont très compliquées. Et il faut quand même se méfier de ce qu'on fait et des paris qu'on prend qui s'exprimeront sur le très long terme. On a des exemples de plantes, de populations naturelles. Alors, je pense à un exemple en Angleterre sur Meconopsis, je ne me souviens plus l'espèce, mais le genre Meconopsis, où les populations naturelles étaient menacées par leurs congénères de la même espèce, enfin, le même taxon, mais introduits depuis les jardins, enfin venant des jardins, et introduits donc depuis l'Espagne pour le jardinage. Et qui se trouvaient être beaucoup plus performants que les populations naturelles. Pourquoi ? Parce que
dans les processus de jardinage, etc. À chaque étape, on fait des sélections. On fait des sélections sur les capacités de germination, sur la croissance des plantes, sur une floraison précoce. Et donc on sélectionne peu à peu un pool génétique qui peut être très performant. Alors ça ne veut pas dire qu'il est performant sur le très long terme, mais par contre sur le court terme, il est beaucoup plus performant que les populations naturelles. Donc utiliser des ressources locales pour faire rentrer la nature dans la ville, je trouve ça très bien, dans les terrains privés, à la place des agaves, tout ça. Par contre, il faut se méfier, c'est qu'on peut se retrouver à en fait faire une sorte de modification génétique des populations naturelles. Alors on l'a fait pour l'astragale de Marseille, hein. Concrètement, on a sélectionné les génotypes qui produisaient probablement des graines qui ont un taux de germination plus fort. Et ça, bon, on l'a fait, mais il y a des conséquences à long terme. Pour une plante, ça peut être un gros avantage de délayer de retarder la germination de ses descendants, et etc. Donc, je pense qu'il y a quand même des limites qu'il faut bien concevoir, mais qui sont... c'est qu'on est dans un contexte d'extrême raréfaction des milieux naturels, et que probablement, à vouloir aussi toujours conserver, protéger le patrimoine, on risque de complètement artificialiser les milieux naturels par une série d'actions. Voilà. Et il ne faut pas que ça devienne systématique. C'est ça que je veux dire. Par exemple, moi, je suis assez inquiet de voir Astericus maritimus chez Truffaut, par exemple. On peut le... Alors, c'est pas un problème en soi, c'est bien mieux de planter Astericus maritimus dans une jardinière, mais probablement il y aura donc des Astericus maritimus qui viennent de chez Truffaut, qui vont distribuer leur pollen, etc., dans les populations sauvages. Et ça, on ne sait pas ce que ça peut donner. Bon, après, c'est pas forcément la plus grande des menaces, hein. Alors, ouais, ça me dit bien quand même de rebondir là-dessus, parce qu'on est, nous, conservatoire botanique méditerranéen, et nos confrères alpins, parce que tu évoquais justement les revégétalisations de pistes de ski, on est les deux structures au sein de la marque végétale locale à être mobilisées sur notamment un programme qui s'appelle Restsol, là, sur la restauration de terrains dégradés, qui en plus s'articule avec une politique nationale elle-même héritée aussi d'une politique européenne de renforcement des opérations de restauration écologique et de renaturation de milieux, pour faire un peu de reconquête sur les terrains dégradés. Donc le fait que ce soit justement ces structures-là, les CBN, alors c'est pas pour se la péter, hein, mais c'est vrai qu'on a quand même cette connaissance des répartitions des espèces, de la taxonomie, et donc ce que tu évoquais, ces problématiques de génétique des populations, je pense que ces sujets-là, on les maîtrise sans trop vouloir nous envoyer des fleurs, mais voilà, les discussions avec Stéphanie Huck au Conservatoire alpin, alors Lara n'est pas là aujourd'hui, mais je ne sais pas si éventuellement toi Sylvia tu voudras en rajouter deux mots, mais ces problématiques de patrimoine végétal au sein de la marque végétale locale pour après créer un marché, une offre sur la végétalisation pour des opérations soit particuliers, soit carrément à échelle, j'allais dire presque industrielle, ça s'inscrit quand même dans des directives nationales européennes, et je serais quand même plutôt rassuré, enfin je le suis rassuré par le fait que ce travail-là est porté par des structures qui connaissent leur sujet. Effectivement, si ça venait à être, comment dire, comme tu le disais, parti dans des grandes firmes de production horticole, où là il n'y a pas cette connaissance et cette vigilance sur le sujet que tu évoques, là effectivement il y aurait peut-être des raisons d'être inquiet, mais en tout cas ces actions-là sont, pour l'instant en tout cas, entre de bonnes mains, je pense. Donc je vais compléter ce que nous dit Julien sur la marque végétale locale, qui est aujourd'hui relayée par l'Office français de la biodiversité. Et donc au niveau du cahier des charges pour récolter les graines, ça a vraiment été pensé, et même pensé avec beaucoup de contraintes, pour éviter donc ces dérives génétiques. Et on a pris beaucoup de garde-fous pour pouvoir garder vraiment les caractéristiques du local et ne pas épuiser la ressource en même temps. Et donc je pense que là, il y avait aussi une personne du muséum qui a travaillé justement là-dessus pour éviter qu'on puisse faire des dérives génétiques en prélevant dans la nature.
Donc je pense que là, le label végétal local, au contraire, on nous reproche que c'est trop contraignant quand on veut aboutir à un lot de graines pour ensuite le multiplier. Il faut avoir les cartographies de répartition et ensuite prélever tant de plantes dans tel endroit. Et on était même en train de réfléchir si on n'allait pas un petit peu alléger parce qu'on n'a pas assez de pépiniéristes qui veulent se labelliser végétal local aujourd'hui. Moi, je voulais revenir sur le rôle des gestionnaires dans le traitement des EVE, puisque nous sommes nous-mêmes gestionnaires des espaces naturels de la ville de Marseille. Donc je confirme qu'on entreprend des actions de réduction de ces espèces, pas seulement celles qu'on a vues ce matin, mais aussi les landes qui nous posent de gros problèmes. Mais jusqu'à présent, on est encore un peu dans le bricolage, parce qu'il nous manque en particulier des vrais protocoles de traitement de ces espèces. Il nous manque des filières d'écoulement, d'évacuation. Il nous manque un certain nombre de choses comme ça pour mener à bien ces actions jusqu'au bout. Et voilà, je pense qu'il faudrait que localement on arrive à avoir à minima une réflexion commune si possible une mise en place, un travail commun approfondi pour aller au bout de ces mises en place de protocoles, de suivi, de mise en place de filières ou d'identification de filières d'écoulement, de destruction de ces espèces pour qu'on puisse réellement faire un travail efficace. Bon, peut-être qu'en me tournant vers le parc, il pourrait se positionner comme fédérateur. Voilà, je lance une perche. Après, nous, en tant qu'animateurs de la stratégie régionale, c'est notre rôle en fait. Donc, il suffit qu'on réponde aux sollicitations. On a mis en place des outils, mais après à nous aussi de les faire vivre. Donc, effectivement, ces sollicitations, on les entend régulièrement par différentes collectivités. Avec certaines, on a passé carrément des conventions pour justement accompagner ces démarches-là de manière plus construite. Je pense notamment au département des Bouches-du-Rhône, avec qui on travaille aussi sur ces sujets-là. Mais après, effectivement, pour la partie réalisation, nous, on est là pour, entre guillemets, filer 2-3 tuyaux, quelques outils, puis après, tuyaux, je veux dire, idées. Mais après, la partie réalisation, effectivement, on n'est pas nombreux, donc c'est plutôt par les structures gestionnaires qu'on va se porter. Donc, si toi, tu veux aussi... On en a parlé, ça fait l'élaboration d'une stratégie locale qui déclinerait et expliciterait la stratégie régionale est évoquée dans le cadre de l'après-life. Alors je parle là au nom du pôle connaissance scientifique qui n'a pas pu être présent ici, mais il est prévu là il y a une apprentie qui va arriver sur ces questions-là, de continuer d'élaborer une stratégie de gestion des EV au niveau local. Et du coup, c'est ce qui passe déjà par un historique assez précis de tous les arrachages qui ont été réalisés sur le territoire, et ça en fait depuis le début des années 2000, puisqu'on est en fait sur une histoire ancienne, et on en perd le fil assez régulièrement. Mais là, l'enjeu et le très gros travail qui a été fait par le pôle connaissance scientifique, c'était aussi de retrouver la trace de tous ces arrachages, et du coup de pouvoir tracer une perspective un petit peu, et du coup le travail qu'on fait au Frioul sur la gestion des rémanents, qu'on essaye d'envisager sur Marseille Vert avec du stockage sur place, et aussi ça s'inscrit un peu dans cette optique-là, quoi. À suivre. Dernière question ou complément? Oui, c'est une réaction. Je vois que l'heure est... Enfin, on approche de l'heure du petit-déj, où on l'a dépassé, du déjeuner, pardon. Mais quand j'entends le mot filière, voilà, j'en reviens un petit peu à un de nos éléments de débat sur la communication, ou alors sur la définition qu'on donne au mot. Je donne un exemple. Sur l'île de Kerkena, apparition d'une espèce exotique envahissante, le crabe bleu, création d'une filière pour l'éradication de cette espèce, création d'emplois, engagement de moyens humains et matériels, et aujourd'hui, tout simplement une exploitation de cette ressource en crabe bleu et industrialisation, et absence de stratégie menant à l'éradication de l'espèce.
présence de cette espèce aujourd'hui sur quasiment tout le littoral méditerranéen, donc nous maintenant sur l'étang de Berre, et puis bientôt dans le parc national des Calanques. Je reviens sur le modèle de démonstrateur. On a fabriqué du mescal, par exemple. Je pense que l'opération s'est arrêtée parce que on n'a pas voulu créer de filière. Et si on crée une filière, on manquera d'eau ponce. Donc il faudra qu'il y ait des eaux ponces pour que la filière existe. Oui, puis accessoirement, je pense que promouvoir la consommation d'alcool, c'était pas non plus le truc le plus fifou. Mais bon. Merci à tous.